Donc bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle donc Daniel Eganser, j'ai 44 ans, je suis historien. Je viens de la Suisse, c'est-à-dire normalement je parle le suisse allemand. Et cette fois-ci, c'est une soirée très spéciale pour moi. Je fais beaucoup de conférences, mais normalement je fais les conférences en allemand ou en anglais. Et quand j'ai été invité à Paris, ils m'ont dit vous pouvez faire peut-être cette conférence en français. Moi je dis oui, c'est un peu difficile, mais j'essaie. Donc, je vous prie de m'excuser si mon français, des fois, je fais des fautes, ou je parle lentement, ou j'ai un accent suisse. Je fais comme je peux. Hein. On est 15 ans après le 11 septembre. Le sujet du terrorisme, il n'est pas loin, il est toujours là, et ça devient de plus en plus chaotique. Et je vais parler avec vous de 4 chapitres ce soir. Je parle tout d'abord du pétrole. Je dis, je ne vais pas parler du terrorisme, je commence avec le pétrole, parce que quand même, pour moi, il me semble que le pétrole, c'est un contexte très important, parce que ça, qu'on voit comme une guerre contre le terrorisme, pour moi, selon mon avis, est aussi une guerre pour les ressources pétrolières. Deuxièmement, je parlais de géostratégie, c'est seulement l'idée que si un pays peut contrôler les ressources, il a un avantage contre les autres pays. C'est la géostratégie. Troisième, je parlais de terreur, mais c'est pas seulement du 11 septembre, mais aussi d'autres exemples, comme ça qu'on a une perspective un peu plus large. Et à la fin, je parlais des médias, pourquoi on est informé comme on est, disons mal informé de la situation actuelle. Commençons avec le pétrole. Ce que j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiants, c'est de comprendre la consommation du pétrole global, qu'elle est énorme. On a besoin de 90 millions de barils chaque jour, et un baril à 159 litres. C'est un numéro tellement grand qu'on ne peut pas s'imaginer la chiffre. Mais je vous ai porté un super pétrolier, donc on les trouve à Marseille et d'autres ports. Et dans un super pétrolier, vous pouvez mettre 2 millions de barils. Ça signifie que chaque jour dans ce monde, on a besoin de 45 super pétroliers. Ce n'est pas la consommation de la France ou de la Suisse, c'est le monde entier. Mais on ne peut pas dire que l'année prochaine, on va faire le monde sans pétrole, ça ne fonctionne pas. Donc on est vraiment dans une addiction et naturellement, il faut se poser la question, mais il se trouve où ce pétrole? Et voilà, il se trouve là où on trouve aussi beaucoup de guerres, de déstabilisation et de chaos. C'est une situation qui est assez facile à comprendre. Et moi, je regarde très clairement ce que fait la Russie, ce que fait la Chine et ce que fait les Américains. Parce que là, ces 3 pays sont les plus puissants dans le monde. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne non plus. Ces 3, ils sont très puissants, il faut les regarder très très clairement. On a aujourd'hui 200 pays dans le monde et c'est clair qu'on ne peut pas regarder tous les pays tous les jours. C'est trop de travail. Mais si je vous donne un conseil, regardez très bien ce qui se passe en Amérique, regardez très bien ce qui se passe en Chine, regardez très bien ce qui se passe en Russie, c'est toujours une bonne idée. Et les Chinois, ils construisent des îles. Ce qui est un peu bizarre, parce que là on pense, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un club Med, mais c'est pas ça. Ils construisent des îles et après ils disent, ces îles, dans le South China Sea, ils nous donnent accès au pétrole et au gaz. Donc, la Chine revendique 90% de la mer de Chine, supposée riche en gaz et pétrole. Et si vous regardez très clairement, vous voyez, les Philippines, ils ne sont pas d'accord. Hein. C'est normal que le voisin, il ne veut pas que la Chine prenne le pétrole de cette région. Mais ça signifie que nous regardons ici à un problème qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus ancien que cette soit dite guerre contre le terrorisme qui est seulement d'une quinzaine d'années. Hein. La lutte pour les ressources, c'est une chose que les historiens ont travaillé dessus traditionnellement. Si on regarde la Russie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, dans le 2007, pôle de Nord, et là, 4 km sur le niveau de la mer, ils mettent un drapeau. Ça, c'est assez bizarre, parce que normalement, on met un drapeau
à un endroit où tout le monde le voit. Et c'est facile à comprendre que là, personne ne le voit. Parce qu'il fait très froid et c'est la nuit tout le temps. Mais pourquoi ils mettent le drapeau? C'est la même raison que la Chine met les îles. Ils disent, c'est à nous, le pétrole et le gaz dans la pôle du Nord. Les Américains et les Canadiens ne sont pas d'accord, et les Norvégiens non plus. Mais là, on voit un développement qui est plus profond qu'un attentat terroristique là ou là. C'est clair que pour le pétrole, je vous ai déjà dit, on a besoin de 90 millions barils par jour. J'ai un peu des fois l'impression que mes étudiants, ils peuvent seulement mémoriser une seule chiffre par jour, donc ça n'a rien à faire avec vous. Mais si vous voulez mémoriser une seule chiffre de cette présentation, ça sera les 90 millions barils par jour. Ça donne notre dépendance du pétrole. Et on peut clairement aussi aller dans le golfe de Mexico. Là, il y a aussi du pétrole. Et on a eu cet accident Deepwater Horizon dans le 2010. Il faut se rendre compte que là, on est allé 5 km juste pour atteindre le pétrole. On va déjà très très loin. Il n'y a pas de guerre dans cette zone, mais il faut des investissements, il faut de la technique, il faut faire un très grand effort. Aussi, on peut aller au Canada, parce que les gens ils disent, mais du pétrole, il y a aussi d'autre part, il n'y a pas seulement le pétrole dans l'Irak. Oui, c'est vrai, au Canada, il y en a aussi, mais ça, ce n'est pas le pétrole liquide. Ce sont les sables bitumineux. Et si on va les chercher, on va au Canada, à Alberta, on coupe la forêt, et après c'est comme ça. Et là, ce n'est pas une solution qu'on peut dire, voilà, pour le pétrole, on a trouvé une bonne solution. Non, c'est plutôt un signe que vraiment, comme humanité, on est un peu dans une crise. On fait à peu près tout pour atteindre ce pétrole. Et une autre image des sables bitumineux, il y a des camions très très grands et la production est seulement de 2 millions de barils par jour. Ce n'est pas beaucoup qui viennent de Canada et c'est à besoin d'un prix assez haut de 50 à 100 dollars par baril. J'ai écrit un livre, mais malheureusement, il est seulement en allemand. Il s'appelle Europa im Erdölreich, die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. Ça veut dire une dépendance dangereuse. Donc, cette dépendance du pétrole, elle est dangereuse et nous sommes tous dedans. Et j'ai quand même l'impression que les différents gouvernements, avec le département de la Défense, avec les services secrets, ils réfléchissent sur le pétrole, ils réfléchissent sur les énergies, et ils connaissent très très bien cette dépendance. Donc ça serait, par exemple, pas possible d'avoir le pétrole seulement en France pour la population de la France. Il n'y en a pas assez. Hein. Et en Suisse, il n'y a pas de pétrole du tout. Donc on a quand même besoin d'aller dans d'autres pays et chercher du pétrole là. Pour cela, je vais aussi parler de ça un peu à la fois, je suis pour les énergies renouvelables. Je suis contre le nucléaire, je suis contre les guerres pour le pétrole, je suis contre les guerres pour le gaz. Là, c'est très très difficile de faire cette transition dans un système des énergies renouvelables, mais c'est possible. Moi, je suis complètement convaincu que c'est possible, mais ça va être un monde complètement différent. Et peut-être nos enfants, ils vont le créer, et peut-être nous, on peut le préparer. Là, je me suis mis là sur des panels, j'ai mis un beau sourire, ça signifie seulement je suis pro les énergies renouvelables. Vous voyez, aujourd'hui, on fait la communication avec les photos. Hein, c'est clair, les jeunes, ils communiquent avec les photos. Je suis à Paris, ils font une photo, un selfie, ils l'envoient à son ami, ils n'écrivent pas un texte de 10 pages. Donc, je dis toujours, si aujourd'hui, on veut faire la communication, il faut faire des photos ou on peut faire un film. Mais écrire les livres, c'est un peu à l'ancienne. Moi, je le fais encore, j'aime bien les livres, mais là, je veux dire, je suis pour les énergies renouvelables. J'ai aussi acheté une voiture électrique. Et là, je suis allé en Suisse sur une montagne à 2000 mètres au-dessus de la mer. Voilà, merci. Et là, comment dire, ces voitures qui vont en électricité, ils fonctionnent. Hein,
Parce que là, il y a des gens en Suisse qui disent bon, mais ça ne va pas sans pétrole, et si tu as une voiture électrique, il faut la pousser, et ça ne va pas du tout. Ce n'est pas vrai du tout. On a aujourd'hui des voitures aussi en France qui sont électriques. Et moi, je ne vais plus à la station de gaz. Je ne vais plus. Parce que la voiture, j'ai dans mon garage, et sur ma maison, j'ai des panels électriques. La dernière chose que je dois encore faire, c'est de jeter la télévision. Je n'ai pas encore fait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont jeté la télévision, qui n'ont plus la télévision? C'est très bien. J'ai encore la télévision parce que j'aime bien le football. C'est à cause de ça. Je regarde Paris Saint-Germain ou Madrid, ça. Il ne faut pas utiliser la télévision pour information. Hein. Il faut toujours dire qu'on a la télévision, c'est plutôt pour distraction. Comme ça marche très bien. Là aussi, l'énergie hydraulique, c'est une alternative pour le pétrole, pour le gaz et aussi pour le nucléaire. Je sais qu'il y a beaucoup de nucléaire ici en France. Moi, je suis contre le nucléaire et les gens qui sont dans le nucléaire, ils disent ça ne marche pas du tout avec les énergies renouvelables. C'est pas vrai. C'est possible, mais après, on n'a plus les mêmes structures. Parce qu'on a les structures décentrales, donc décentralisées dans plusieurs petits endroits. Donc, c'est les petits gens. Et ce n'est pas la même power structure. Et ça, j'ai bien compris, parce que toute cette question avec l'énergie, parce que j'ai des étudiants qui disent, mais monsieur Gonser, alors si vous pensez toute cette guerre pour le terrorisme, c'est une guerre pour le pétrole et le pétrole, pourquoi on ne change pas le système demain? Ça sera facile. Je dis, non, ce n'est pas tellement facile, parce qu'il y a beaucoup de l'argent dans le vieux système. J'ai eu une discussion avec Peter Fosser, qui était le chef de Shell. Shell est encore beaucoup plus grand que Total. Et c'était une discussion suisse. Lui aussi, il est suisse. La compagnie, elle n'est pas suisse, elle est hollandaise. Et moi, j'ai dit, il faut aller vers 100% renouvelable. J'ai dit, j'ai un petit institut qui s'appelle CYPER, on est 4. Et lui, il a 90 000 personnes employées. Donc, c'est beaucoup plus grand. Et ce que je voulais dire, c'est, dans cette discussion, moi j'ai dit, il faut aller vers 100% renouvelable. Et Shell, le chef de Shell, il a dit, on peut consommer less de pétrole si on consomme plus de gaz. Hein? C'était son idée. Parce que maintenant, il veut vendre gaz. Et ce qui était plus intéressant, c'était quand on a été introduit, le journaliste qui a fait la modération de la séance, il a dit, Shell a fait un profit de 7 milliards de dollars dans l'année précédente. Et Peter Fosser, il a corrigé, il a dit c'était le profit du premier trimestre. Donc, il faut quand même se rendre compte de quoi qu'on parle. Aussi, si on pense à des armes qui ont produit et qui vont dans les gares, c'est un business. On parle quand même des business très, très grands. Et j'ai regardé un peu le chef d'ExxonMobil. ExxonMobil, c'est la plus grande en Amérique. Qu'est-ce qu'il a gagné? Là, il a gagné 35 millions de dollars par année. Mais il n'est pas content. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Parce que son précédent, il a gagné encore plus. C'est Lee Raymond et il a gagné 357 millions de dollars. C'est 1 million de dollars chaque jour. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça, vous dites le fracking, c'est bien pour les enfants, et la guerre contre l'Irak, c'est très bien parce qu'elle nous donne accès au pétrole qui avant était sous contrôle d'État. Le même pour le Libye. Mais à la population, les gens, on ne peut pas dire à eux, maintenant on va faire une guerre en Libye parce qu'il y a du pétrole. Ils n'acceptent pas. Hein. Donc il faut dire, en Libye, il y a un dictateur, en Irak, il y a un dictateur, et là, on va lutter contre les dictateurs. En Syrie, on va faire une guerre, parce que là, il faut lutter contre le terrorisme, et en plus, contre Assad, on fait un mélange. On ne parle jamais du pétrole. Ça, c'est une règle très, très importante de la propagande. On ne parle jamais du pétrole, et on ne parle jamais du gaz, et jamais de l'énergie. De l'autre partie, nous avons aujourd'hui déjà, en Amérique, 45 millions de personnes qui perçoivent des bons alimentaires, c'est-à-dire ils sont très très pauvres. Donc pas tous les gens en Amérique sont comme Madame Clinton et Monsieur Trump. Hein. On a de 300 millions
on a 45 millions qui ne peuvent pas acheter une voiture électrique, qui ne peuvent pas mettre des panneaux solaires sur leur bâtiment. Pas possible, ils n'ont pas de maison. Ils ont d'autres problèmes, ils ont un problème de survivre. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter à manger. Et ça aussi, c'est une crise énergétique. Parce que là, si vous faites un exercice avec l'énergie, on peut, par exemple, ne pas manger pour 3 jours. Ça va, c'est possible. Mais ça change, hein, ça change tout le système. Si vous mangez, vous prenez de l'énergie, ça change l'humeur et tout ça. On le connaît très bien. Chacun connaît son système. Nous aussi, nous sommes des systèmes énergétiques. Et la propagande nous transforme ce qu'on mange, si on bouge, si on est dans la forêt, si on est en ville, ça a tout une influence sur le système énergétique. Et là, je veux seulement souligner qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas s'occuper du 11 septembre. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils essayent de survivre. Donc j'ai parlé du pétrole et il reste une seule chiffre, on est à 90 millions de barils par jour. En 1945, on était seulement à 6 millions de barils par jour. Donc on a augmenté la consommation globale fortement. Je retourne, deuxième chapitre. Vous êtes là? On me comprend bien? Le français, ça va? Plus ou moins? C'est très gentil, vous êtes généreux. La géostratégie, c'est très facile à expliquer. On a 200 pays. Et si un pays est capable de contrôler les ressources, ce n'est pas seulement pour les voitures dans ce pays. C'est très simple de penser comme ça. C'est aussi qu'on peut, comme ça, contrôler les autres pays, indirectement. Il y a eu un général en Amérique, il a dit « If we have the oil of the Middle East, we have everybody else by the balls ». Maintenant, ça, c'est difficile à traduire, mais ça signifie le contrôle du pétrole nous donne de l'influence à travers la Chine, le Japon, les Européens. On comprend? Donc, ce n'est pas seulement la consommation nationale, c'est un produit duquel tout le monde dépend. Et c'est pour ça, dans le jeu global, it's a commodity that matters. Et moi, j'ai fait des études aussi en Angleterre et en Amérique, et là, on parle très franchement de cette situation. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Non, le pétrole, ce n'est pas important, on n'a pas besoin ». Personne. Les officiers, les militaires, les gens qui travaillent ici à Paris dans la Direction générale de la sécurité extérieure, ils savent, ils comprennent bien, là. Ce n'est pas des idées, c'est des réalités. Et pour ça, la géostratégie, on emploie la puissance aérienne pour attaquer les pays, pour faire un régime change là, pour beaucoup d'opérations dans les années qui sont passées. Le ministre des Affaires étrangères en Allemagne, Joschka Fischer, qui a fait la guerre contre Serbie en 1999, peut-être vous vous rappelez, c'était une guerre illégale. Il est un vert. Hein, les gens pensent à un vert, il ne va pas faire la guerre. Hein. On se trompe. Il a attaqué Serbie, il n'avait pas un mandat de l'ONU, donc c'est une guerre illégale. In brackets. Il dit « Le Golfe Persique restera la station essence du monde ». Et il a complètement raison. Donc, c'est une chose qui va être comme ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Si vous regardez dans le BP Statistical Review, les réserves du pétrole, vous voyez, c'est concentré ici, et ça, c'est le golfe de Persie. Ici, l'Arabie Saoudite, Irak, Iran. Koweït, ici le petit. Ça, c'est la situation en vert, c'est ici. Et je vous prie de mettre dans votre tête, sur cette carte, les différentes religions du monde. Mettez-les, le hindouisme, le christianisme, l'islam, mettez-les là sur les ressources. Je vous ai apporté une petite carte pour vous aider. Et là, vous voyez comment est-ce qu'on dit, violette? En violet, c'est le christianisme. Donc nous, on est ici, la France, clairement, la Suisse, l'Allemagne, clairement, des pays chrétiens. Bosnie et Albanie sont 2 pays qui sont musulmans, et aussi la Turquie.
l'Amérique, le Canada, clairement, sont des pays chrétiens. Et l'OTAN est la puissance d'une organisation militaire chrétienne. L'Amérique du Sud est chrétien. La plus grande partie de l'Afrique, on la partage ici, le Sud chrétien, le Nord musulman. L'hindouisme, le Chine athéiste, un système de communisme avec un seul parti, le Parti communiste. Et puis l'Australie et New Zealand, clairement chrétiens. Et les Russes, maintenant chrétiens, avant athéistes, sous le système des communistes. Donc, ici, ces pays musulmans, il ne faut pas être un génie pour voir le pétrole, il est chez les musulmans. Encore une fois, le pétrole, il est chez les musulmans. Et c'est pas que les musulmans... C'est correct, musulmans? Musulmans. C'est pas que les musulmans ont entendu « Ah, le pétrole, il est là », et puis on fait un grand voyage. Hein? C'est pas comme ça, historiquement. Parce que le pétrole a commencé de le consommer en 1850, et les musulmans, ils étaient là avant. Donc là, il n'y a pas une conspiration. Et ici, en France, et aussi en Suisse et en Amérique, on a l'impression, à cause des médias qu'on consomme tous les jours, que les musulmans sont dangereux et qu'on sont tous des terroristes. Okay? On a cette histoire depuis 15 ans. Et il est répété tous les jours. Et moi, je dis des fois, les gens qui font les recherches sur la paix, comme moi, on a un petit exemple. C'est un exemple où on change le rôle. Donc, Suzy tape Maurice. On change et on dit Maurice tape Suzy. Et cet exemple, ça donne la possibilité de voir le monde avec un cerveau différent. Et maintenant, je vais vous donner l'histoire des 15 ans qui sont passés depuis le 11 septembre, mais je change le rôle. Ce qui s'est passé, c'est, dans le 2001, un pays musulman, Afghanistan, a attaqué l'Amérique. Ils ont même envoyé des soldats en Allemagne et aussi à Paris. Et il y reste jusqu'aujourd'hui. Dans 2003, l'Irak a attaqué la Grande-Bretagne et a attaqué l'Amérique. Ils ont fait 1 million de morts. Dans 2011, la Libye a attaqué la France. Elle a attaqué aussi l'Amérique et l'Angleterre. Dans 2011, la Syrie a essayé de déstabiliser le gouvernement de l'Amérique, de la Saudi Arabie et du Qatar. Ok, j'arrête. Ça, c'est pas passé. Le contraire s'est passé. Mais le contraire, nous ici en France et aussi en Suisse, on a l'impression que oui, on a dû faire ça. Et on a aussi l'idée que les musulmans, ils sont les plus brutals et ils commencent eux toujours et ils font un bordel partout. Et comme ça, pour moi, c'est un exemple de propagande qui a très très bien réussi. Peut-être pas chez vous, mais généralement, si vous discutez avec vos amis, vous discutez, qu'est-ce que vous pensez si l'Afghanistan aurait commencé à jeter des bombes sur l'Amérique en 2001, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on en aurait parlé dans le journal? Les gens vont dire, mais non, alors là, ça arrête, hein? On ne peut pas faire ça. Et si on dit, si en 2011, Kadhafi aurait envoyé des avions en France et commencé de jeter les bombes en France, ils disent, mais non, alors là, incroyable. Donc tout ça, c'est incroyable. Mais le reste, c'est bien accepté. On le voit encore mieux avec les drones. On a 6000 morts de drones, les drones américains, donc les avions, il n'y a pas de pilote dedans.
Et ici, en Europe, c'est pas important. Les drones, les 6000, ça n'importe pas. Mais si on pense à des drones en Europe qui sont conduits des Afghans, qui font 6000 de morts ici en Europe, on en parlerait, n'est-ce pas? Là, toute cette chose, elle est ancienne. Le contrôle du pétrole du Moyen-Orient, elle a commencé après la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Là, Roosevelt était le président américain et il a dit aux Anglais, il a dit « Le pétrole iranien, c'est à vous. Le pétrole irakien et koweïtien, nous le partageons. Et le pétrole saoudien, c'est à nous. » This is an original quote. C'est un quote original de Roosevelt à l'ambassadeur Lord Halifax. Donc, les Américains ont fait venir les Angleterres dans le White House et ils ont expliqué la situation coloniale. Elle était comme ça. Et là, la guerre contre le terrorisme, elle n'existait pas, hein, quand même. Il faut le rappeler. Et aujourd'hui encore, on a une situation très, très étroite entre l'Amérique et l'Arabie saoudite. Tout le monde peut voir que ça, c'est une réalité, malgré que l'Arabie saoudite est un sponsor de terrorisme. Ça, c'est très, très bizarre. Les gens me posent des questions. Est-ce que c'est vrai que le wahhabite sunni islam est radical, qu'il dit aux gens qu'il faut faire du djihad? Je dis oui, généralement, on peut dire ça. Puis il me pose la question, mais pourquoi est-ce que les Américains ne parlent pas avec le roi en Arabie saoudite et lui disent « mais t'arrêtes ». Je dis à cause du pétrole. Parce que les Saoudis, ils produisent 10 millions de barils par jour et les Américains, ils ont besoin de 20 millions de barils par jour. Et après, Obama, il est venu, il a dit « change, yes we can », mais là, il n'y a pas de changement. Ces deux pays, les Américains et les Saoudis, maintenant, essayent de faire un régime change en Syrie. On peut le regarder maintenant, live, très directement. Aussi, la France essaie de faire un régime change en Syrie. C'est illégal, hein, on ne peut pas le faire. Et pour faire ce régime change, ils utilisent des terroristes. Donc, de nouveau, elle n'est pas tellement simple, cette guerre contre le terrorisme, parce qu'on a l'impression que normalement, on lutte contre le terrorisme. Et s'il n'y a plus de terroristes, la guerre est finie et on est content. C'est pas comme ça. Des fois, on soutient les terroristes pour faire un régime change, comme en Libye. C'est un secret. Normalement, c'est un secret. Vous n'avez pas dans la télévision et vous n'avez pas dans les journaux. Mais c'est un secret bien connu. Hein. Il y a des secrets qui sont très bien connus. Et là, vous voyez que le roi en Arabie saoudite, il a changé. Ça, c'est Abdullah. Et ça, c'est Salman. Mais les gens, ils ne regardent pas très bien. Et si on ne regarde pas très bien, on ne voit pas très bien. Ça change vite. Donc là, vous voyez, on a une situation où les Américains sont en contact avec les Saoudis depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils vendent des avions militaires aux Saoudis. La Saudi Arabie fait une guerre en Yémen, pas de problème, ils peuvent le faire. Et en Iran, ça c'est ici, il y a une grande rivalité, ça on ne voit pas trop clairement. Les Saoudis sont sunnis, le Iran, ils sont les chiites. Parce qu'on dit aussi comme ça, en français. Ils sont les chiites, et là, les deux, un peu comme les catholiques et les protestants, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas des amis. On pense toujours, c'est clair, tout le monde musulman, c'est un groupe. C'est pas ça. Le monde chiite, là, en 1908, a découvert le premier pétrole dans le Proche-Orient, en Persie. Et en 1950, ils ont dit, ce pétrole, on le contrôle nous, maintenant. On ne veut pas donner aux Américains, aux Anglais, ça suffit. Donc, une guerre contre la colonisation. Et là, les Américains et les Anglais, ils ont dit, mais ça ne va pas. Les Iraniens, ils veulent contrôler le pétrole eux-mêmes, mais ça ne va pas, c'est trop. Et ils ont fait, le Premier ministre, Mossadegh, ils ont fait un régime change. C'était le service secret CIA et le service secret MI6, dont les services secrets américains et anglais. Et les gens, ils pensent, on fait cette guerre pour la démocratie. Ce n'est pas vrai du tout.
Allez dans le 53 et vous voyez, même s'il y a une démocratie, et la démocratie fait un mauvais choix, soit qu'ils veulent contrôler le pétrole eux-mêmes, on détruit la démocratie. C'était une très très belle démocratie en Iran, on l'a détruit. Donc ces guerres pour le pétrole, ils persistent et moi je pense qu'ils vont continuer, malheureusement. Je ne vois pas que ça change très vite, c'est une chose très très vieille. Et aujourd'hui, on le vend sous un nouveau prétexte. C'est la guerre contre le terrorisme. Mais on voit qu'on nous raconte des mensonges tout le temps. Dans 1990, on avait cette affaire des couveuses. Couveuses, je dis bien. Donc, je vous explique un peu ce que c'est la propagande. Dans la propagande, Goebbels a très bien expliqué qu'il faut seulement répéter une chose 1000 fois. Ce n'est pas important si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il faut la répéter 1000 fois. Comme ça marche la propagande. Et les gens, ils pensent, mais Goebbels, il est mort, Hitler, il est mort, il n'y a plus de propagande aujourd'hui. Et ça, c'est stupide. Hein. Il y a beaucoup de plus de propagande parce qu'aujourd'hui, avec la télévision, c'est encore plus fort. Et la propagande ici, c'était de ne pas parler de pétrole, mais de parler de bébés. Les bébés, c'est idéal pour la propagande. C'est encore mieux que le terrorisme. Je vous raconte une histoire. En août 1940, c'est Saddam Hussein, le dictateur irakien, il a fait une invasion de Koweït. Ça, c'est illégal. Okay? It's a war crime. On ne peut pas le faire. Bon, il l'a fait. Les Américains ont dit, maintenant il faut aller en Koweït, il faut libérer Koweït. Et après, il y a eu quelques officiers américains qui ont dit, non, je n'ai pas envie d'y aller, c'est qu'une guerre pour le pétrole, je ne vais pas me tuer pour le pétrole. Et puis, président Bush, le vieux, pas l'autre, en Suisse on dit le vieux, je ne sais pas, peut-être le vieux, vous me comprenez bien. Bush, le vieux, il a dit, non, là, c'est la lutte entre les bons et les mauvais. Et pour faire cette histoire plus forte, on a une histoire qui est circulée dans les médias, on ne savait pas où elle venait. Il disait, les soldats de Saddam, ils ne sont pas seulement allés à Koweït, ils sont allés à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont allés chercher les bébés, ils les ont pris et sortis des couveuses et jetés par terre. Donc ils ont tué les bébés. C'est pas Bush le vieux qui a raconté ça, et c'est pas Schwarzkopf le général qui a fait gagner la guerre, parce que là, au vieux mec, il y a la méfiance. C'était une jeune fille de 15 ans qui a raconté cette histoire, et elle a dit, j'ai travaillé comme infirmière dans l'hôpital, moi j'ai vu avec mes yeux. Voilà, je vais vous expliquer une chose. Si une jeune fille, elle a pleuré, si une jeune fille raconte une histoire comme ça, vous êtes choqués. C'est la manipulation des êtres humains qui fonctionne très bien. Après, les gens, ils disent, faut faire la guerre. C'est où ça, Irak, Iran, c'est le même pays. Et ça, c'est une confusion qu'on veut. Donc, il y a la télévision, le président, il raconte l'histoire 1000 fois. C'est comme Goebbels a dit, il faut le raconter 1000 fois. Donc cette guerre contre le terrorisme, il faut raconter 1000 fois chaque jour que la France est en train de combattre le terrorisme. Il ne faut jamais dire la France essaye de faire un régime change en Syrie et soutient les terroristes parce qu'il y a quand même pas mal de pétrole en Syrie, Iran, Irak. Ça ne va pas. Les gens, ils n'acceptent pas. Après la guerre, les gens, ils sont morts. C'est nous, les historiens, qui viennent. Donc on est toujours en retard. Et pour ça, je m'excuse. Parce que les gens, ils me demandent, mais c'est très intéressant ce que vous racontez, mais pourquoi vous êtes toujours en retard? C'est parce que l'histoire, elle se passe très vite. Et pour nous, une guerre, elle commence, on regarde, on observe. Après, je dis 3 ou 5 ans, on est là à faire un commentaire. Mais on n'est pas les médias qui font un commentaire le même jour, qui est normalement faux, mais ça fait rien. Les historiens, ils attendent. Là, les gens, ils sont déjà morts. Et nous, on a compris cette jeune fille. Est-ce qu'elle était dans l'hôpital? Non. Est-ce que les bébés, ils étaient morts? Non. Mais elle a un peu le teint comme une Koweïtienne. Pourquoi? Elle était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington.
Donc elle aussi est une victime. Parce qu'une fille de 15 ans, elle ne fait pas ça comme ça. Elle a été choisie par Hill & Knowlton, qui était un Public Relations Agency. Et Hill & Knowlton avait un budget de 1 million pour offrir cette histoire. Et même Amnesty International a pris l'histoire. Donc ce qu'il faut faire dans la propagande, c'est de choquer les gens et de ne pas parler du pétrole et du gaz. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc cette guerre, voilà, c'est des images vraies. À la fin, les Koweïtiens, les Irakiens se sont retenus et ils ont mis du feu. 2003, tout le monde se rappelle, tout le monde ici, je pense, oui, 2003, tout le monde se rappelle que cette guerre contre l'Irak, c'est une guerre illégale. C'était une attaque des Américains et des Anglais. Et elle a été vendue de nouveau avec un moment de choc. C'est quoi le choc? C'est le ministre des Affaires étrangères des Américains, Colin Powell, qui a dit Saddam Hussein, il a des weapons of mass destruction. Les armes de destruction massive. Exact, merci. Les armes de destruction massive, et il va donner ces armes aux terroristes, et après, on a un 11 septembre nucléaire ou biologique. Alors, les gens étaient choqués. Puis on a dit, vous êtes contre la guerre? Les gens ont dit, oui, je suis contre la guerre, j'étais toujours contre la guerre, je suis contre le terrorisme, je suis contre la violence, je suis contre. Puis ils ont dit, ah ouais, les terroristes vont faire un attentat jusque là où vos enfants vont à l'école. Vous êtes toujours contre la guerre? Les gens, ils ont dit, dans ce cas-là, peut-être il faut faire une dernière guerre. C'est comme ça que ça marche avec la pression. Dick Cheney, il a dit, nous avons des raisons de penser que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Et il a dit que Saddam va essayer de faire une bombe atomique. C'est des mensonges, c'est que des mensonges. Et ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, en France, en Suisse, en Allemagne aussi, qui ont réalisé ça. Je pense que c'est bien connu, je ne vous raconte pas rien de nouveau. Et ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui savent que cette guerre contre le terrorisme, elle est pleine de mensonges. Elle produit beaucoup de désordre, de chaos. Parce qu'après, quand Saddam Hussein était mort, les Américains ont installé un gouvernement chiite à Bagdad. C'est-à-dire, les sunnites, ils n'étaient plus au gouvernement. Saddam, il était un sunnite. Donc les sunnis, ils se sont fâchés. Et ils ont formé l'armée islamique, État islamique. Donc on produit du chaos. Dick Cheney, il est un war criminal. Il fallait le mettre à Den Haag. Parce que là, International Criminal Court, il dit on ne peut pas faire une agression contre notre pays, avec 1 million de morts. Vous voyez, si vous tuez une personne, 2 personnes, la police va vous arrêter. Vous allez en prison, et c'est correct comme ça. Les politiciens, dans la guerre contre le terrorisme, ils tuent 1 million de personnes, et ils ne sont pas touchés. Personne ne les touche. Donc, si vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous assure, vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Les Européens, eux aussi, ils font cette guerre contre le terrorisme. Hein. Ce n'est pas seulement les Américains. Moi, j'ai des copains qui disent, oui, le Pentagone, ils sont plus dangereux que le IS. Je dis, oui, c'est vrai, mais aussi les Européens, ils participent. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont attaqué l'Irak. Tony Blair, il a dit, l'Irak possède des armes chimiques et biologiques. C'est ça pour choquer les gens. Leurs missiles sont opérationnels en 45 minutes. Là, j'explique, il faut, pour choquer, comme la propagande a toujours dit, il faut avoir un moment immédiat. On ne peut pas dire ils ont des missiles dans 10 ans. Hein? Les gens vont dire, bon, dans 10 ans, il ne faut pas faire la guerre aujourd'hui. On va regarder dans 5 ans. Il faut faire doucement, on va boire un vin, puis demain, on en discute. Pour choquer les gens, il faut dire immédiatement, aujourd'hui. Et nous, comme chercheurs, aujourd'hui, nous savons que cette guerre contre l'Irak était fausse, qu'il y a plein de mensonges. Mais regarde, qu'est-ce que les Américains, les soldats qui sont en Irak, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Donc il y a eu une investigation de The Times, c'est un journal, et ils ont trouvé que 85
90% des soldats américains en Irak ont expliqué que leur mission était de punir Saddam Hussein pour son rôle dans les attentats du 11 septembre. Et même sur le casque, c'est le casque, ils ont dessiné le Pentagone et les Twin Towers. Ils ont oublié le World Trade Center, mais ils ont dessiné là le 11 septembre pour justifier ce qu'ils font. Et là, je vous dis de nouveau que ça, pour nous, pour les historiens, c'est très triste. C'est très, très triste. Parce que ça signifie que les soldats, ils n'ont aucune idée. Parce que Saddam Hussein, il n'a eu aucun lien avec cet attentat terroriste du 11 septembre. Pas du tout. Puis on peut dire, oui, les soldats, peut-être, ils ont une confusion. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, ces noms, c'est noms qu'on n'a pas souvent ici. Je dis oui, mais là, ils sont dans le pays faux. Parce qu'Osama Bin Laden, il est en Afghanistan. Car je vous explique, toute cette guerre qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, elle est pleine de mensonges, pleine. Et les pauvres qui sont là, qui fusillent des autres, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Colin Powell, après, il s'est excusé en 2005. La guerre, elle a commencé en 2003. Donc l'excuse, elle était trop tard. Mais là, il a dit, il s'est excusé pour avoir présenté un programme d'armes de destruction massive qui n'existait pas. Je suis désolé. C'est un peu tard. J'aime bien qu'il s'est excusé. Je veux pas dire c'est faux. Mais je veux aussi dire, comme public, comme citoyen, il faut se rendre compte qu'à des personnes comme ça, il ne faut pas suivre. Parce que c'était quoi la leçon avec Hitler et le Troisième Reich? C'était que chacun doit suivre sa conscience. Il ne doit pas suivre la masse. Ils doivent suivre sa conscience. C'était ça que Sophie Scholl a dit. Sophie Scholl, pour ceux qui ne la connaissent pas, était dans la résistance contre Hitler. Weiße Rose. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en rose blanche. Bien connu. Aujourd'hui, on dirait, Sophie Scholl, c'est un terroriste. Parce que la résistance contre Hitler, pas de résistance là. Si vous réfléchissez à ces choses, le non-terrorisme et le non-résistance, hein, c'est très intéressant. Les Français qui ont fait la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands, est-ce que c'était des terroristes ou pas? Bien sûr, c'était la résistance. C'était correct. Est-ce qu'ils ont tué des Allemands? Bien sûr. Est-ce que c'était correct? Bien sûr. Parce que les Allemands ont fait une occupation. Les Irakiens, qui ont tué les Américains, est-ce que c'est la résistance noble irakienne? Ah ben non. Ça, ce sont des terroristes. C'est tout dans la tête. Vous voyez, la vérité, elle change. Elle change très très vite. Si vous faites un mélange là, ça ne sera pas bien. Hein? Si vous dites à l'école, les terroristes en France, dans la Deuxième Guerre mondiale, ont lutté contre les Allemands. Le professeur, il ne va pas dire, oui, on peut aussi dire comme ça. Non, il ne va pas accepter. Il va dire, ah, qu'est-ce que tu parles là? Je parle des terroristes. La résistance, tu penses? Oui, la résistance. Ah bon. Donc, je vous explique aussi la guerre contre l'Algérie. Là, on a beaucoup d'exemples pour réfléchir sur le terrorisme. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? C'est normalement quelqu'un qui utilise de la violence qu'on n'aime pas. La guerre contre la Libye, 2011, c'était fait de Obama et de Sarkozy. Ils se sont mis d'accord. Vous avez vu que Sarkozy, il est un peu petit. Et donc là, il s'est mis, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, comme ça, sur le pied. C'est le ego. Il ne voulait pas être tellement petit parce que normalement, les photos, ils sont coupées ici. Donc normalement, c'est un détail, on ne le voit pas. Et la guerre contre Kadhafi, elle était illégale. Pourquoi elle était illégale? Les gens ils disent, mais il y avait un mandat de l'ONU. Oui, le mandat, il y en avait un. Mais le mandat, c'était pour une no-fly zone. Est-ce que ce que l'OTAN a fait en 2011, la même année de Fukushima, ils ont fait un régime change. Ça ne va pas. C'est illégal. En plus, et ça c'est très important, ils ont donné des armes aux rebelles en Libye.
avant qu'ils ont attaqué. Ces rebelles, ils ont utilisé le nom rebelle et pas terroriste. Hein. C'est très important. Aussi en Serbie, ils ont soutenu UÇK, Kosovo Liberation Army. Ça, c'était les rebelles. Donc, si l'OTAN soutient un groupe militant, c'est les rebelles. Si l'OTAN lutte contre un groupe militant, c'est des terroristes. C'est très facile. Il faut demander l'OTAN. On peut toujours appeler, est-ce que ce sont des terroristes? Maintenant, il y a un problème avec les Kurdes. Hein. La Turquie, elle dit, voilà, ce sont des terroristes. Et les Américains, ils disent, c'est les Freedom Fighters, des rebelles. Donc maintenant, si vous appelez l'OTAN, ça dépend si vous avez un Turc ou un Américain au téléphone. Et voilà Sarkozy qui a fait cette guerre et qui a parlé avec le mouvement en Libye qui a déplacé Kadhafi. La nouvelle guerre est en Syrie, je vous ai déjà raconté. Et là, je me passe beaucoup sur Robert Kennedy Jr. Ce que je fais, je lis beaucoup d'investigations américaines. J'aime bien parce qu'il parle très directement de cette guerre contre le terrorisme. Et je vous dis, il y en a beaucoup en Amérique qui sont contre. Ils sont pas tous comme Trump et Clinton. Et Robert Kennedy Jr., le Jr., ça veut dire qu'il est le fils de Robert Kennedy. Il dit, soyons honnêtes, ce que nous appelons la guerre contre le terrorisme est juste une autre guerre pour le pétrole. Il a dit ça en février 2016, donc c'est une analyse récente et je suis complètement d'accord. Ce qui est important à voir, Robert Kennedy était le frère de John F. Kennedy. Je pense que tout le monde se rappelle de John F. Kennedy, qui était le président. Et le président Kennedy, il voulait, premièrement, arrêter la guerre en Vietnam. Là, les Américains avaient des military advisors. Ouais, il voulait les retirer. Et il a été assassiné en 1963 à Dallas. Et puis son frère, Robert, voulait devenir président. Et bon, ils ont tué lui aussi. Donc, le fils, il connaît très bien la politique américaine. Et il explique que la guerre en Syrie est une autre guerre par procuration pour des pipelines et géopolitiques. La guerre a débuté en 2000 quand le Qatar a proposé de construire une pipeline de 1500 km pour 10 milliards de dollars à travers l'Arabie Saoudite, le Jourdain, la Syrie et la Turquie. Je suis complètement d'accord. Ici, nous avons Qatar. Qatar veut, jusqu'aujourd'hui, une pipeline qui passe par là pour qu'il puisse vendre le gaz dans le marché européen. On peut mettre ce gaz sur les pétroliers, sur les tanks pour le gaz, liquefied natural gas. Mais ça coûte et ça va lentement. Ça sera mieux d'avoir une pipeline. Mais Assad, il n'était pas d'accord. Et ce qui est intéressant, cette station ce gas field ici, aussi les Iraniens possèdent une partie. Et ça, c'est délicat, parce qu'Assad a dit aux Iraniens, avec votre pipeline, je suis d'accord. Alors, contre le Qatar et l'Iran, il y a quand même des problèmes dans ce cas-là, parce que le Qatar et les Saoudis, ils veulent faire un régime change en Syrie. L'Iran, il ne veut pas. La Russie non plus, ils ne veulent pas que Assad soit thrown out of power. Les Américains, eux aussi, ils veulent faire un changement de gouvernement en Syrie, mais c'est illégal. Aussi, Assad, il ne pouvait pas faire un changement de gouvernement en Amérique. Hein. On ne peut pas. Si Assad, un jour, dit « J'aime pas Obama, je vais faire un régime change, je vais donner des armes aux militants mexicains, parce qu'ils sont assez militants, les Mexicains. Hein. Les drug barons, là, il y en a pas mal. On pourrait donner des armes et faire une infiltration de Californie. C'est illégal, on ne peut pas le faire. Mais de nouveau, en Amérique, comment est-ce que cette guerre contre la Syrie est communiquée? Et je vous raconte rien de nouveau, elle est communiquée dans le contexte de cette guerre contre le terrorisme. Donc, American beheaded by ISIS. Ça veut dire un Américain, un journaliste, a été tué par un soldat militant islamique. C'était en août 2014. Et Obama, il a fait le 11 septembre 2014. Là, c'est pas un accident que c'est le 11 septembre. Parce que le 11 septembre, c'est un trauma collectif. Et si on ajoute des informations exactement dans cette date, ça a un effet beaucoup plus fort.
Je vous donne un exemple. Si vous êtes une famille et une personne de cette famille a commis suicide, 10 ans après, tout le monde se rappelle de la date. Si dans cette date exacte où tout le monde a un moment de silence, vous avez un appel téléphonique sur ce sujet, ça vous touche beaucoup plus si on faisait cet appel 3 mois plus tard. Et c'est les psychologues qui ont étudié ça. Donc Obama est très bien, il n'a pas bien fait, mais il comprend très bien comment mouvement des gens. Il dit, ils ont tué brutalement 2 journalistes américains, l'État islamique est une menace pour les gens en Irak et en Syrie et le monde entier. Donc il ne parle pas de nouveau de pipeline, de gaz et de pétrole. Il ne faut jamais en parler. Il parle de 2 journalistes tués. Et voilà, ici il fait un changement de IS à regime change. Il dit, dans notre guerre contre l'État islamique, nous ne pouvons pas faire confiance à Assad qui terrorise son peuple. Ce régime a perdu toute légitimité. Donc, il fait très vite le changement entre la lutte contre l'IS et la lutte contre Assad. Et ça, c'est pas logique. Parce qu'Assad, lui aussi, il lutte contre l'IS. Si on gagnait contre l'IS, on pourrait penser qu'il laisse Assad les aider. Mais l'idée, c'est pas à la fin avoir la défaite de l'IS. À la fin, on veut le régime change de Assad. Donc les Américains ont commencé de bombarder Syrie en septembre 2004 et les gens, ils ont accepté. Ils ont accepté dans un cadre de lutte contre le terrorisme. Imaginez-vous qu'en 2014, la Syrie aurait commencé de bombarder l'Amérique. Il y a très peu de gens en Amérique qui disent franchement ce qui se passe. Ici, on a Tulsi Gabbard, un démocrate. Elle dit les USA et la CIA essayent de faire un coup d'État contre Assad. Il faut terminer cette guerre illégale. Elle a complètement raison, mais il y en a très très peu qui parlent comme ça, franchement. Très très peu. Mais elle est de Hawaï. C'est-à-dire, elle fait du surfing, elle est en bonne forme. Et c'est comme ça qu'on a plus de confiance de dire la vérité. Je vais parler un peu de mon livre, je vais être court. Les armées secrètes de l'OTAN, je l'ai écrit il y a quelques ans, il a été traduit dans 10 langues. Et là, j'ai découvert la stratégie de l'attention. Les gens ne connaissent pas très bien ce que c'est la stratégie de l'attention, mais je vais tout d'abord expliquer que le CIA et les services secrets britanniques, en collaboration avec l'alliance militaire l'OTAN et les services secrets d'autres pays européens, ont mis sur pied un réseau d'armées clandestines anticommunistes en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un fait, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est un fait, c'était ma thèse de doctorat. Il a été publié de 2001. Et ces soldats secrets entraînés par les forces spéciales du SAS, c'est le Special Air Service, les Britanniques, et en Angleterre, et les bérets verts aux États-Unis, ça c'est Rambo, pour ceux qui connaissent plutôt le movie, étaient équipés d'explosifs, d'armes automatiques et de matériel de communication high-tech dissimulés dans des bunkers et des caches d'armes. Dans certains pays, l'armée secrète établit des liens avec terroristes d'extrême droite qui s'engagent dans une guerre occulte faite de manipulation politique et du false flag terrorisme. Donc ce que je vous explique, c'est dans la guerre froide, on a eu des armées secrètes. Ça, c'est illégal. Parce que normalement, le Parlement devait être informé s'il y a une armée secrète. Les services secrets en Italie, le SISMI, c'est le Servizio Informazione Sicurezza Militare. Et en France, en Suisse, en Belgique, ils ont eu cette structure clandestine. Ils ont dit il faut avoir ces structures car s'il y a une invasion soviétique, on a déjà, pas le terrorisme, la résistance. Vous voyez la différence? Ce n'est pas le terrorisme, c'est la résistance. Mais c'est les mêmes gens. Mais ces gens, eux aussi, ils peuvent devenir actifs sans invasion. Ça, c'est le risque. Parce que les gens, ils ne savent pas que cette structure occulte existe. Et on a un cas ici, un extrémiste, un terroriste de l'extrême droite en Italie qui a fait le lien avec Gladio. Gladio, c'était le nom de ces armées secrètes en Italie. Je ne vais pas parler plus longtemps du sujet parce que vous pouvez quand même lire le livre si ça vous intéresse. J'ai pensé d'aller plutôt sur les choses qui sont aujourd'hui au lieu de la guerre froide. Et Vincenzo Vinciguerra, il a été mis en prison et au juge, il a expliqué comment ça fonctionne, le terrorisme manipulé. Il dit il fallait s'en prendre aux civils, aux gens du peuple, aux femmes, aux enfants, aux innocents, aux anonymes, sans lien avec quelconque jeu politique.
Donc vous faites un attentat terroristique dans une gare, dans une ville, dans un avion, n'importe où, pour avoir la peur dans tout le pays. Et ici en France, vous savez de quoi j'en parle. La raison en était assez simple. Il était censé forcer ces gens, le peuple italien, vous pouvez mettre ici le peuple américain, le peuple français, le peuple belgique, à se remettre à l'État pour demander plus de sécurité. Parce que c'est ça ce que les gens normalement font. Ils ne pensent pas à peut-être c'est le service secret qui, en collaboration avec des islamistes qu'ils ont infiltrés, ont fait un attentat terroristique. Ce n'est pas les gens qui pensent comme ça. Ils disent, ah voilà, l'État doit nous sauver, on va donner beaucoup plus de l'argent, de pouvoir, de loi, de surveillance. C'est à cette logique politique que obéissent tous ces meurtres et tous ces attentats qui restent impunis. Car l'État ne peut s'inculper lui-même ou avouer sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Dit Vincenzo Vinciguerra dans les années 80, et lui-même, il a fait un attentat terroristique à Péterno, 1972. Ils ont mis de l'explosif dans une petite voiture. Puis la police, elle est venue, elle a vu cette voiture, elle a ouvert le coffre, bang, sauté, 3 policiers sont morts. Puis on a eu un appel téléphonique, ils ont dit « C'était les communistes, nous on en fait, nous sommes les communistes, on a fait cet attentat. » Donc c'était dans tous les journaux, les communistes, les communistes, et comme ça on a pu discréditer les communistes. Et après on a trouvé, ah, c'était pas les communistes, c'était lui, c'était Vincenzo Vinciguerra, et il a dit « Oui, c'était moi. » Il a dit « Pardon, mais il fallait le faire. » Et ça, c'est le terrorisme false flag. Et pour nous, pour historiens, il nous faut 15 ans après l'attentat jusqu'on trouve ça. Les gens ils disent « Oh, super, tu ne peux pas faire plus vite ?» Non, on ne peut pas. On peut vous expliquer que des fois, on a le terrorisme manipulé, et ça signifie qu'il ne faut pas faire la guerre contre d'autres pays si on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Si on parle de Rainbow Warrior, en 1985, le DGSC, le service secret français, Direction générale de la sécurité extérieure, a fait un attentat contre ce bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit ce bâtiment de Greenpeace, il est toujours là où on veut faire des essais nucléaires. Donc, ça gêne. Et puis Mitterrand, président socialiste, a décidé de détruire ce bâtiment. Après, il a dit « Non, j'ai rien dit ». Mais le ministre de la Défense français a dû démissionner. Et Pierre Lacoste, chef de DGC, lui aussi, il a dû démissionner. Mais si on regarde maintenant, aujourd'hui, comme historien, on sait exactement ce qui s'est passé. On sait même qui a mis les bombes du DGC. Et maintenant, il y a la question, est-ce que lui, il est un terroriste ? Mais lui, il a dit non, ce n'était pas une opération terroristique, c'était une opération sabotage. C'est ça, c'est tous les mots. C'est les mots dans la tête qui font la différence. Dans les années 80, si on parle plus du terrorisme, on a donné des armes aux Moudjahidines. Donc on a armé les musulmans en Afghanistan. Le CIA a donné des armes à Osama Bin Laden, d'autres, pour créer Al-Qaïda. Et l'idée, c'était de combattre les soviets. C'était Brzezinski, qui était le National Security Advisor du président Carter, qui a dit qu'il faut faire ça. Après, on a eu les talibans, on a eu Al-Qaïda, donc il a eu quand même des questions si c'était une bonne idée de donner des armes aux extrémistes. Et puis le Nouvel Observateur, en 98, il a fait une interview, il demandait « Vous regrettez d'avoir soutenu les terroristes islamiques ?» C'est 3 ans avant le 11 septembre. Et il dit « Mais non, c'est une idée formidable. Qu'est-ce qui est plus important pour l'histoire du monde, les talibans ou la chute de l'Empire soviétique ?» Quelques musulmans énervés. En anglais, c'est « Some stirred up Muslims » ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide. Donc, ça, ce que vous expliquez, c'est le terrorisme, il est utilisé comme un instrument. Et voilà, on a Ben Laden, il est là, et après, ils ne savaient pas quoi faire avec Al-Qaïda. Ils les ont transportés en Bosnie. Dans la guerre de Bosnie, il y a eu les militants islamistes. Mais c'est un autre détail, je ne peux pas en parler. Allons vers le 11 septembre.
Le 11 septembre, c'est l'événement pour nous le plus grand et le plus important dans cette histoire du terrorisme. Parce qu'avec 3000 morts, c'est l'attentat terroristique le plus grand qu'il y a jamais eu. Et tout le monde ici se rappelle où il était, peut-être pas les jeunes, je ne sais pas, où il était le même jour. J'étais au coiffeur, j'étais au bureau. Je peux peut-être demander qui se rappelle où il était le jour-là, le 11 septembre. Ouais. Presque tout le monde. C'est très très rare. Hein. Je vous demande, vous vous rappelez où vous étiez quand la guerre contre la Géorgie a commencé en 2008 ? Non. Donc, ça signifie qu'on a un choc. Okay? Le 11 septembre nous a choqués. Autrement, on ne pourrait pas... c'est pas les 3000. Parce qu'en guerre en Irak, il y en a eu 1 million. Ce n'est pas la chiffre. C'est le choc. Donc, on est tous choqués. Et on peut utiliser ce choc si on parle du terrorisme. Tac, toujours ce choc, il revient. Et naturellement, ce qu'on recherche maintenant, c'est l'effondrement de la 3e tour, le World Trade Center 7. Pour nous, pour moi, comme historien, c'est la question la plus importante. Il y a beaucoup de questions sur le 11 septembre. Port option, défense aérienne, il y a le Pentagone, il y a beaucoup de questions. Mais moi, je me pose seulement la question sur le 3e bâtiment, parce que les gens, aussi ici en France, et même en Suisse, où j'ai eu une présentation il y a quelques mois à Budapest, en Hongrie, ils rappellent que le 11 septembre, on a un avion qui a frappé une tour, un autre avion qui a frappé l'autre tour, avion, tour, tour. C'est ça, c'est le 11 septembre. Et ils ne savent pas qu'en réalité, on a eu 3 tours qui s'effondraient ce jour-là, mais que la 3e tour n'a pas été frappée par un avion. Et logiquement, ça, c'est très, 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 très intéressant. Là, c'est la 3e tour. Donc maintenant, je suis là, média. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on ne parle pas de la 3e tour. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, pensent que la cause de tout l'effondrement de tous les tours, c'est les avions, ce qui, logiquement, n'est pas possible, parce que la 3e tour n'a pas été frappée par un avion. Et si la tour n'a pas été frappée par un avion, ça ne peut pas être la cause de la chute. C'est la logique. Si je regarde les médias, pour moi, maintenant, il y a 15 ans, je me demande, mais la 3e tour, pourquoi les gens ils ne savent rien? Vous, je sais, ici, je pense, tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il y a une 3e tour? Non, voilà. On est entre nous, hein, un peu les gens qui savent beaucoup sur le 11 septembre. Mais les gens, au dehors, demandez à vos amis, les 3 les plus intelligents que vous avez, qu'est-ce que tu penses? Ce qui est la raison pour la chute de la 3e tour. Quand votre ami dit 3e tour, j'en sais rien, ce n'est pas les plus intelligents. Il faut trouver 3 les plus intelligents. Et là, c'est pour moi la question la plus importante de toute cette guerre contre le terrorisme, la 3e tour. Et moi, j'ai regardé la télévision pour savoir, mais pourquoi les gens n'en savent pas? Parce que normalement, les gens ont regardé la télévision, et là, il y avait seulement 2 tours, pas 3. Il y a une exception, BBC. Là, quelqu'un m'a dit, mais BBC a fait un rapport, j'ai regardé les archives, parce que quand même, il y a les archives, on peut regarder la télévision de ce jour-là, et j'ai trouvé que BBC a fait un rapport sur la 3e tour, et j'étais tout content. Je dis, ah, très bien. Après, j'étais pas tellement content, parce que j'ai vu, ils ont fait un rapport à 5 heures, mais le bâtiment World Trade Center 7 s'est écrasé à 5h20. Donc, ils ont fait le rapport, le reportage avant l'événement. Et là, chez nous, comme historiens, une règle. Tout d'abord, l'événement, après le reportage. C'est vrai, on est très conservateur. C'est une ancienne règle et normalement, on ne change pas ça. Et si quelqu'un le change, on a à la fin un historien qui n'y croit plus. Okay? Et c'est ça la situation. Il y a beaucoup d'historiens qui n'y croient plus. Mais il y a peu qui en parlent. Et là, c'est Jane Standing qui fait le rapport. Et dans le 2008, Richard Porter, qui est le head de BBC World News, il dit « Nous avons travaillé sur les informations incorrectes. » Donc, il a confirmé « Oui, on a fait un rapport, mais c'était faux. » Et il dit « Nous avons eu cette information par Reuters. » Mais Reuters, c'est le système d'information le plus grand. Chaque jour, vous lisez Reuters.
Et Reuters, il n'a jamais correcté, on ne sait pas qui c'était. Mais c'est sur l'événement le plus grand terroristique. Nous avons les médias qui rapportent trop tôt. Ça ne va pas. Après, on attend, comme historien, je vous explique un peu le travail des historiens. Dans 2004, on a le rapport officiel. Bush, il a mis sa main sur le rapport, il a dit « c'est la vérité ». Pour nous, c'était un signe de lire très exactement. Parce que là, le rapport, il est de 600 pages. Ils avaient 3 ans pour l'écrire. Alors, on voulait quand même savoir comment te explique-t-il l'effondrement de la 3e tour, World Trade Center 7. Parce que là, on peut dire, ça c'est le moment, le même jour. Mais là, ils ont eu 3 ans. Et si vous lisez ce document, vous pouvez aussi le trouver sur Internet comme PDF. Vous mettez World Trade Center 7, ça vous met 10 minutes. Et vous voyez que le bâtiment, il est mentionné 2-3 fois, mais il n'est pas mentionné qu'il y a eu un effondrement de ce bâtiment. Donc le rapport officiel, il parle que de 2 tours. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire, oui, 2-3 tours, il ne faut pas être là dans les détails. Je vous explique, c'est le début de la guerre contre le terrorisme. C'est le début là. Donc il faut être très très correct. Ça signifie qui? Signifie que le 9/11 Commission Report, il vaut rien. Rien du tout. Il manque une tour. Donc on a attendu jusqu'en 2008 où le NIST a parlé du sujet. C'est clair qu'en 2008, personne s'intéressait, pas personne, mais beaucoup de gens ne s'intéressaient plus au sujet. Hein. Mais les historiens, ils sont toujours là. En septembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va écrire dans le livre? Qu'est-ce qu'on va écrire? Parce que le livre va être lu de nos enfants. Il faut quand même avoir une histoire. 2008, il y a Shimon Sanders qui présente un rapport du NIST. Donc, il faut comprendre ce que c'est le NIST, le National Institute for Standards and Technology. Ils sont part du gouvernement américain. Donc, son boss, c'est Bush. Et Bush, il est in office jusqu'à décembre 2008. Donc, Shimon Sanders, il dit, on a bien regardé ce sujet, et on a trouvé que la cause de l'effondrement du bâtiment, c'est le feu. Il y a eu un feu dans ce bâtiment et c'est à cause de ce feu qui s'est effondré. Voilà le feu. Et moi, je vous laisse. Je vous laisse avec ces 2 hypothèses. Il y a vraiment l'hypothèse du feu et l'autre hypothèse de control demolition. Et là, je vous conseille d'être très, très prudent et il faut penser au maximum. Le plus clair que vous pouvez. Parce que là, c'est le fondement de toute cette guerre contre le terrorisme. Feu ou control demolition. L'autre hypothèse, c'est moi, au temps-là, 2006, j'ai parlé en Suisse avec Jörg Schneider, qui est un professeur en Suisse à l'Institut Polytechnique de Zurich, et il a dit, je pense que le VTC a probablement été détruit par une démolition contrôlée. J'ai dit, si je mets ça dans un article en Suisse, on va avoir un débat. En 2006, il y a 10 ans, j'ai écrit un article dans le Tagesanzeiger, c'est un journal en Suisse, un quotidien, qui apparaît toujours, c'est quotidien? Non. Oui, quotidien, d'accord. Et là, j'ai dit, il y a 3 thèses sur le 11 septembre. Il y a thèse surprise, c'est que les musulmans ont fait un attentat. Bush, Cheney, ils étaient complètement surpris, ils ne pouvaient rien faire. C'est la thèse officielle. C'est aussi une conspiration, mais c'est les 19 musulmans qui ont fait une conspiration. Deuxième thèse, c'est l'IHOP, Let It Happen on Purpose. C'est-à-dire, Bush et Cheney, ils sont des criminels. Bin Laden, lui aussi, il est un criminel. L'attentat a été fait réellement, mais les services secrets américains et le militaire américain ont vu que l'attentat va venir. Ils ont laissé passer l'attentat, ils ont infiltré les terroristes, les groupes terroristes, pour, à la fin, avoir un choc contre leur population et faire de guerre dans plusieurs pays. Troisième thèse, c'est MIHOP, Make It Happen on Purpose, c'est-à-dire Osama Bin Laden n'a rien à faire avec les attentats. C'est les Américains eux-mêmes qui ont fait un inside job.
Donc, ces trois thèses, ils sont là jusqu'aujourd'hui, surprise, Lee-Hop, Me-Hop, et moi je dis pas je connais la vérité, mais je dis il faut une analyse scientifique de tous les détails et les mettre sur ces théories. Alors là, c'est pour ça, ça supporte ça. C'est ça ce qu'on fait normalement en histoire. Et Schneider, lui, il a dit le bâtiment, il a 81 colonnes. Et le NIST, il dit la colonne 79 a été détruite par un feu. Et à cause de ça, tout le bâtiment s'est effondré. Ça, c'est l'histoire officielle du bâtiment 7. Et Schneider, en Suisse, il m'a dit, mais écoutez, s'il y a une seule colonne qui n'a plus la stabilité, là, à cause du feu, ce qui est possible, il en reste 80. Et pour avoir une chute symétrique, il faut les déstabiliser tous les 81 au même moment. Il a dit, si je retourne, excusez, il a dit, il faut regarder ce mouvement-là. Il a dit, ça c'est important. Alors maintenant, je fais avant et retour, hein, c'était pas, il a pas fait comme ça. Non, je voulais expliquer. Mais si c'est la BBC. Ouais, là, ouais, la BBC. Là, c'est le moment le plus important parce qu'on voit une symétrie. Et pour avoir cette symétrie, il faut serrer tous les colonnes le même moment. C'est ce qu'il dit Jörg Schneider. Et lui, en Suisse, il a construit ces bâtiments et en service militaire en Suisse, il les a détruits. Donc, il connaît bien comment on fait ça. Moi, je ne connais pas parce que je suis historien. Je n'ai jamais fait la calculation pour un bâtiment et presque tous de nous, on n'a jamais fait la calculation pour un bâtiment. Donc, c'est difficile. Mais c'est absolument sûr que le bâtiment a eu 81 colonnes. Ça, c'est sûr. C'est aussi sûr que le bâtiment s'est effondré complètement. C'est aussi sûr qu'il n'y a pas eu d'avion. À la fin, il reste le feu ou control demolition. Et je vous laisse ça. Hein. Je vous laisse ça. C'est à vous de discuter avec vos amis, avec les gens les plus importants, les plus intéressants, les plus intelligents. Les trois, il faut les demander. Et qu'est-ce que tu penses, mon cher ami? Feu ou control demolition, le World Trade Center 7? Et comme j'ai déjà dit, quand il dit World Trade Center 7, je ne connais pas, ce n'est pas le plus intelligent. C'est vraiment vrai qu'on peut faire là le test. Et là, c'est mon article « Der erbitterte Streit den 11. September », c'est en allemand, c'est-à-dire, traduit, il y a un débat intensif sur le 11 septembre, et je présente les trois théories, surprise, Lee-Hop, Me-Hop, et je mets là qu'il y a le World Trade Center 7, c'est la première fois en Suisse qu'on en parle, il y a 10 ans, j'avais 34 ans là, et là, j'ai mis ça, je pense que Control Demolition. Et là, je veux personnellement vous raconter ce qui se passe avec un scientifique s'il ose parler de Control Demolition dans un journal sur le sujet du 11 septembre. On a un vrai problème si on parle de ça. Je vous explique. Le jour après, un autre journal dit Verschwörungstheoretiker Amerikaner wehren sich. Maintenant, je vous raconte l'histoire en Suisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé en France, mais là, en Suisse, c'était comme ça. Les Américains se défendent et tout de suite, ce mot, comment est-ce qu'on dit Verschwörungstheoretiker conspirationniste. Conspirationniste. Complotiste. Donc, si un historien dit Bush, il a dit la vérité, on est un super bien historien. Si on dit c'est pas sûr, si Bush a dit la vérité, on est un conspirationniste. Là, je vous expliquer qu'on est dans une guerre d'information aujourd'hui et les scientifiques ont peur de parler du 11 septembre parce qu'ils ne veulent pas perdre la réputation. C'est que ça. C'est pas qu'ils sont bêtes, qu'ils comprennent rien, mais ils pensent je ne veux pas avoir des problèmes. C'est un peu ça. Et Richard Cage, qui a donné une présentation à Berlin, là, de nouveau, il l'appelle un conspirationniste et ils prennent une photo qui n'est pas idéale. Mais c'est très facile, ces trucs. Vous pouvez toujours faire une photo, même de vous, et vous choisissez la bonne. Mais ici, on prend des photos pas idéales et on prend un mot qui est un mot de bataille dans cette guerre d'information
Et comme ça, pour tout le monde qui fait la recherche sur le 11 septembre, pour tout le monde qui fait la recherche sur cette guerre contre le terrorisme, la recherche devient de plus en plus difficile. En Allemagne, moi je vous raconte des choses de la Suisse et d'Allemagne parce que je ne suis pas français, je ne connais pas le débat en France. J'ai entendu qu'ici en France, vous avez eu beaucoup de problèmes de parler du 11 septembre. C'est un peu ça, c'est vrai, non? Voilà. En Allemagne, ils ont aussi eu problème. Le Spiegel, il mit les tours, ils ont tourné comme ça, et disent, comme les conspirationnistes, tournent la réalité sur la tête. Wie Konspirationsfanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. C'est un sujet 2 ans après les attentats, en 2003. Donc le Spiegel, il a très très fortement soutenu Bush. Très très fortement. Et si on pense que l'Allemagne a fait une guerre contre Afghanistan, même la France a fait la guerre contre Afghanistan, c'est tout basé sur le 11 septembre. Donc ça, si le 11 septembre est un mensonge, la guerre contre Afghanistan, elle est complètement illégale. Donc c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, vous êtes, je pense, souvent sur Internet, peut-être vous avez vu ce site-là. C'est un parlementaire qui s'appelle Yukihisa Fujita. Il est du Japon. Et au Japon, dans le 2008, ils ont parlé de la chute du World Trade Center 7 au Parlement. Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce sujet du 11 septembre, on en parle, mais pas au public. C'est un peu comme ça. On en parle du World Trade Center 7, on dit qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions, parce que les Japonais, vous vous rappelez, dans la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas de pétrole, à la fin, ils ont dû faire du kamikaze. Donc, ils comprennent très très bien cette structure-là. Et Richard Gage, qui a parlé ici à Paris, je pense 1 année, c'est correct? Je trouve une personnalité très courageuse. Il est américain, donc c'est très très important que le mouvement pour la paix en Europe et le mouvement pour la paix en Amérique fait une connexion. C'est très important. On a beaucoup d'informations, moi personnellement, des Américains, et ils essayent de nous aider parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les guerres que Bush et Obama ont fait. Pas du tout. Et il a dit, en 2014, première fois qu'il était à la télévision, 2014, c'est beaucoup après les attentats, il dit « Nous sommes plus de 2000 architectes et ingénieurs qui demandent une nouvelle enquête sur les attentats du 11 septembre. Le World Trade Center 7 s'est effondré symétriquement en chute libre. La cause ne peut pas être un feu. Je vous ai dit feu ou controlled demolition. Malgré les affirmations du NIST, le NIST, en 2008, a présenté ce rapport. J'en ai parlé. Tous les, 81 colonnes auraient dû perdre leur stabilité au même instant. Donc, lui dit exactement ce que mon professeur en Suisse a dit. Et je suis sûr qu'en France aussi, il y a des professeurs qui pensent exactement la même chose. Ils ne sont pas à la télévision. Bon, peut-être il n'y en a pas. Mais oui, il devrait en avoir. Mais je ne sais pas. C'est la spéculation. Je ne sais pas ce que les professeurs en France pensent. Vraiment, j'en sais rien. Mais c'est un événement très important. Et là, la chute de 3 tours, le même jour, qu'avant on n'a jamais eu une chute à cause du feu, c'est rare. Cela ressemble exactement à une démolition contrôlée. L'histoire officielle ne peut pas être la vérité. Nous avons besoin d'une nouvelle enquête. Donc, en Amérique, il y a un débat sur le 11 septembre qui est beaucoup plus intensif que le débat ici en France. Ils ont beaucoup plus de courage. Ils en parlent, ils en discutent, il y a quand même un peu de mouvement. En Suisse, il y a très peu. En France, il y a très peu. En Allemagne, il y a très peu. Beyond Misinformation, c'est un autre papier qui a été publié en 2015. Je ne peux pas vous présenter tous les détails sur ces débats qui continuent, mais là, il y a une page qui est très importante. Le NIST confirme que le World Trade Center est tombé en chute libre pendant 2,25 secondes. Et ça signifie, même la recherche officielle dit qu'il y a une chute libre. Mais si on parle d'une chute libre, il n'y a pas de résistance du tout dans tout le bâtiment. Et ça, la possibilité d'avoir cet événement sans feu, je trouve, c'est pas très probable. Donc je ne dis pas c'est pas possible. Comme historien, je dois être prudent. Je dis c'est pas très probable qu'on a une chute libre à cause d'un feu sur une colonne. Et je vous laisse à réfléchir, est-ce que ces feux
ou controlled demolition. Discutez avec les 3 personnes les plus intelligentes que vous connaissez. Normalement, on se pose la question, mais la New York Times, c'est eux qui sont à New York, c'est eux qui devraient faire une investigation du sujet, car ça, c'est un sujet très important. Et la personne qui est là, qui est importante, a dit, la question c'était pourquoi ne pas enquêter sur l'effondrement du World Trade Center 7 ? Et il dit, la personne qui est responsable, nous n'avons aucune preuve que l'effondrement des bâtiments a été causé par autre chose que les 2 avions qui se sont crashés dans les tours. Il a dit ça en 2013. Là aussi, c'est très très triste. Vous lisez ça, c'est triste. Parce que là, il fait semblant qu'il n'y a que eu 2 tours. Et la science, elle est beaucoup plus avancée. C'est clair qu'il y a eu 3 tours. Et c'est aussi clair que le 3e tour n'a pas été frappé par un avion. Mais pour ça, il faut quand même déjà avoir une information un peu avancée. Autrement, vous ne comprenez pas là ce qu'il fait. Et il ne faut pas croire que lui, il n'a aucune idée, qu'il n'a jamais entendu du World Trade Center 7. C'est pas vrai. Il est à New York. Il sait très très bien. Mais il ne veut pas une discussion sur le World Trade Center 7. Donc, le journal New York Times, que les gens disent, ouais, c'est un journal très important, qui bat pour la démocratie, pour la liberté, pour la fraternité peut-être aussi, et l'égalité, je ne sais pas. Mais voilà, à la fin, sur le 11 septembre, complètement un échec. Hein. Puis les architectes et ingénieurs en Amérique ont demandé du NIST les dates pour le modèle qu'ils ont présenté, pour expliquer comment un feu peut produire une chute libre. Et le NIST a dit, we are however withholding the data. The NIST director determined that the release of the data might jeopardize public safety. C'est-à-dire, le NIST ne donne pas aux scientifiques les dates, les données, pour le modèle qui explique que c'était un feu. On ne peut pas le contrôler parce que c'est contre la sécurité. Oh, c'est fou, non? Ça, c'est police state. Donc, c'est très difficile ce débat sur l'11 septembre. À San Diego, 2013, les gens ils se mis un petit camion. Did you know a third tower fell? Building 7 not hit by a plane collapsed in free fall 7 hours after the Twin Towers. Les gens ils regardent, ils pensent, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'ils ne voient pas ce débat à la télévision. Il n'est pas à Fox News, il n'est pas sur CNN. Et c'est pour ça que je vous explique toute cette guerre contre le terrorisme. C'est assez difficile pour la comprendre. Il faut faire un effort soi-même. On ne peut pas attendre dans le journal, la télévision. Il faut le rechercher soi-même. Si on fait un effort, c'est assez vite qu'on fait du progrès. Le Spiegel dit pourquoi le ETC s'est-il effondré. 2006, il dit l'effondrement d'une seule colonne a probablement détruit le bâtiment entier. Et ça, le Spiegel, il est respecté en Allemagne comme un des meilleurs weekly hebdomadaires. Un des meilleurs. Donc j'ai des compas qui étudient, qui disent oui, le Spiegel, je fais confiance. Je dis oh, mais tu fais confiance à quoi là? Et moi, personnellement, j'ai eu une expérience très forte. Parce qu'ils m'ont, avant que j'ai parlé du 11 septembre, le 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, je n'ai pas parlé du 11 septembre. Mais 2001, j'ai terminé ma thèse de doctorat sur les armées secrètes de l'OTAN, en septembre 2001. C'était une coïncidence. Je parlais du stratégie tension, tout ça, et puis, grand acte de terrorisme. J'ai déjà pensé que l'université, ils m'ont demandé sur cette nouvelle attentat, mais ils ne m'ont pas demandé, heureusement, même je suis préparé, là. On a parlé de la guerre froide seulement. Et les gens m'ont dit, c'est très intéressant, vos livres, mais qu'est-ce que vous dites du 11 septembre? Je dis, c'est compliqué, j'attends encore une année. Puis en 2003, ils sont revenus, M. Concert, très intéressant, vos recherches sur le terrorisme, vous pouvez peut-être faire un commentaire sur le 11 septembre. J'étais, non, en 2003, c'est trop tôt. Puis ils ont dit 2004, alors quand même, il y a quelques années qui se sont passées, vous pouvez peut-être faire un commentaire. J'ai dit, 2004, non, je ne peux pas encore, je suis encore en train de réfléchir. Mais c'est normal pour nous, les historiens, on n'est pas comme les politiciens ou les journalistes. Ils parlent tout le temps, mais il n'y a pas de substance. Et là, le 2005, j'ai dit, l'année prochaine, je vais faire quelque chose. Et 2006, c'est-à-dire 5 ans après les attentats, c'est la première fois que j'ai écrit quelque chose, c'était cet article que j'ai mentionné. Et avant, ils m'ont dit « Der Friedensforscher ». Basler Zeitung der Friedensforscher, c'est-à-dire
l'historien qui recherche sur la paix. C'est avant la publication. Et après, c'est Verschwörungstheoretiker. C'est la même année. Vous pouvez traduire ? C'est-à-dire ETH, c'est l'école polytechnique Zurich et Université de Zurich. Parce que j'enseignais à l'Université de Zurich et je travaillais au Institut de sécurité de ETH. Ils disent, ils se distancent du complot. Ouais, voilà. Et moi, ici, une photo da muss ich jetzt durch, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on doit faire. Et là, les tours exploseront toute une page. Là, je vais vous expliquer une chose. Les gens me demandent toujours, mais les scientifiques, les historiens, pourquoi ils se taisent? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est la réputation et la peur de perdre son salaire. La carrière, c'est ça. C'est pas que tous les scientifiques sont un peu bêtes. C'est pas ça. Ma situation très personnelle, je vous la raconte, 2006. J'ai publié l'article que je vais montrer, et l'autre, celui-là. Il est où? Celui-là. C'était 9 septembre 2006. Puis l'attaque. Maintenant, 17 septembre 2006. Une semaine. Donc, l'attaque, elle vient tout de suite. J'ai acheté le journal, je suis à la maison, je montre à ma femme. Je dis, j'ai un vrai problème là. Il a dit, oh, voilà, un bordel. Je dis oui. Et puis, les professeurs à l'Institut de sécurité, ils ont dit, une possibilité là. Jamais tu fais un autre commentaire sur le 11 septembre. Tu te tais. Et on continue notre travail, parce que le journal, là, ça, on oublie. Mais il faut faire cette décision. Moi, je dis, non, mais je ne peux pas, là, je fais les recherches, comment, je ne peux pas me taire. Ils ont dit, mais alors, tu ne vas pas devenir professeur d'histoire. Je dis, c'est dommage. Je suis retourné à la maison. Ce n'est pas la science, vous comprenez, ce n'est pas la science. C'est comment fonctionne une société civile. Je suis retourné chez ma femme, j'ai dit, chère femme, il y a quelque chose à décider. Dans la nuit, notre fille, elle avait un an, là, elle dormait, on était là à la table. Et c'est les moments décisifs dans la vie. On est les deux là, on réfléchit. On ne sait pas quoi faire, on a peur. Pour moi, ma situation, c'était celle. J'étais docteur à un niveau assez haut dans un institut qui était un des grands instituts en Suisse. Hein. Center for Security Studies était Zurich, c'était très haut. Je gagnais 10 000 € par mois. J'ai dit à ma femme, je perds mon travail, je perds ma réputation. Elle a dit, oh, pourquoi tu penses ça? Et je dis, oh, tu regardes là, il m'attaque, ça va continuer. Ou je me tais. Et là, je vais expliquer quelque chose qui est très très important. À la fin, il faut seulement être 2 personnes. Il ne faut pas parler avec tout le monde. Il faut parler avec 2 personnes. Pour moi, c'était ma femme. Je dis à elle, qu'est-ce que tu penses si je perds mon travail? Elle a dit, je suis avec toi. Et je dis, oui, c'est très beau, mais l'appartement, la maison, on ne l'aura plus. Il faut sortir de l'appartement. La voiture, on ne l'aura plus. Parce que là, les frais, tout ça. Elle a dit, t'en préoccupe pas. Ça va aller, on peut vivre avec beaucoup moins. Et pour moi, c'était très, très important ce moment-là. Parce qu'elle m'a soutenu dans un moment critique de mes recherches. Elle a dit, si maintenant, elle m'a posé la question, mais t'es sûr que ce BTC cible s'est effondré? Mais j'ai dit, mais moi quand même, j'ai fait les recherches. Je suis sûr. Et puis elle a dit, mais la probabilité que c'est effondré à cause de control demolition, elle est haute ou elle est petite? J'ai dit, elle est haute. Elle a dit, bon, ben, c'est ça, c'est tes résultats, il faut pas bouger, il faut rester avec les résultats. Tu es un scientifique. Si tu bouges maintenant, et j'avais 34 ans, si tu bouges maintenant, jamais dans toute ta vie, tu peux mettre ça en ordre. J'ai dit, ouais, je pense que tu as raison. Elle a dit, et puis j'ai dit, j'étais vraiment déprimé, j'ai dit, oui, mais je ne vais pas être professeur d'histoire. Puis il a dit, bon, moi je m'en fiche. Et moi j'ai dit, mais tu ne me trouves pas un homme plus intéressant si je suis professeur au lieu de docteur? Elle a dit, non, pas du tout.
Ce qui est important, que tu restes avec la vérité. Et je vous raconte ça très directement parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi le débat sur le 11 septembre il est tellement difficile. Et l'explication de ma personnelle histoire est ça a à faire avec de l'argent, emploi et avec la réputation. Parce que là, pour cet article, ils prennent 5 personnes qui ont dit « Monsieur Daniel Eganser, il n'a aucune idée du sujet, il ne devrait pas en parler ». Mais aussi, ils ont fait une interview avec 5 autres personnes qui ont dit « Il est un spécialiste, il vient de publier sa thèse de doctorat sur le terrorisme manipulé. Laissez-le faire les recherches. » Mais ceux 5, ils ne les ont pas pris. Ils n'ont fait pas le print. Donc les médias, ils sont toujours possibles et capables de détruire une réputation. Et maintenant, 10 ans après, c'est possible de parler de ça. Je n'ai pas parlé de ça pour plusieurs années, mais j'essaye d'expliquer au public pourquoi les historiens, premièrement, avancent lentement, et deuxièmement, des fois se taisent. Mais des fois, ils disent aussi quelque chose, comme maintenant. Et ce qui est intéressant, avant on pensait c'est très important ce qui est écrit dans le journal ou ce qui dit la télévision. Mais nous avons la révolution digitale. C'est plus important, pas plus important, mais ça, c'est pas la seule source d'information, le journal et la télévision, parce que les gens, ils sont sur Internet. Ils regardent les vidéos. Et là, j'ai fait une présentation à Tübingen, en Allemagne. On a eu 600 personnes dans la salle. Et sur Internet, on a maintenant 600 millions. 600 000. 600 000. Donc, 1000 pour chacun qui était là. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours sur le 11 septembre sur Internet. C'est ça. Il ne faut pas attendre à France 1, France 2, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle chez vous. Il ne faut pas attendre là. Ça sera un discours sur Internet. Et les gens qui veulent savoir, ils peuvent savoir. Ce qu'il y a aussi, la réputation sur Wikipédia, il y a toute une lutte sur Wikipédia sur mon nom. Là, il dit Daniel Eganser, historien suisse, ça c'est clair. Mais le mot conspirationniste, que j'aime pas du tout, je dis toujours, je fais mes recherches, c'est ça. Ils essaient de me discréditer sur le site allemand. Il y a des gens qui le mettent dedans et d'autres qui le prennent dehors. C'est très intéressant comme Wikipédia marche. Et là, il y a un film qui s'appelle Die dunkle Seite der Wikipedia, c'est-à-dire la face cachée, noire, le côté obscur de Wikipédia. Et il explique exactement comment Wikipédia fonctionne dans ce contexte de 9/11 et mon article. Et il y a une personne qui a fait la traduction, maintenant en français, et elle sera prête il y a un mois peut-être. Hein. Oui, ça va être diffusé sur Internet, ça a été traduit et doublé, et ça sera diffusé, on ne pas au courant. Ouais. Donc si vous intéresse de Wikipédia, comme ça marche, c'est Information Warfare, et vous pouvez très bien comprendre que là, il y a des administrateurs, et eux, ils décident quoi mettre. Et ils essaient toujours de discréditer les chercheurs qui posent des questions sur la guerre contre le terrorisme. Si vous dites c'était Bin Laden et il faut mettre des bombes sur Syrie, Afghanistan, Libye, vous serez professeur, là, c'est clair. C'est le mec qui a fait le film. C'est un citoyen. C'est un Allemand. C'est un citoyen, Markus Fiedler. C'est un citoyen. À la fin, c'est les citoyens, c'est pas les politiciens. Un musicien. Moi, voilà, c'est mon site en français. Je l'ai regardé un peu, mais il me semble aussi une attaque. Il y a là, mais je regarde. Et pour terminer, on est là presque à la fin. Je pense que vous êtes fatigués, mais on vient à la fin. Qu'est-ce qu'il y a cette année? En août 2016, il y a un journal qui a été publié. Il parle de ces squibs du World Trade Center 1 et 2, et il s'appelle On the Physics of High-Rise Building Collapse. Et c'est quelques personnes ici en Amérique qui ont publié ça dans un journal de physique. C'est Stephen Jones et d'autres. Et ils disent que, maintenant on ne peut pas le lire très bien, the evidence points that all 3 buildings were destroyed by controlled demolition. Donc ils disent, c'est possible que tous les 3 ont été détruits
par controlled demolition. Je ne dis pas que c'est ça la vérité, mais je dis, comme historien, il faut avoir le permis de discuter là-dessus. Parce que la science, elle doit rester libre. Et il ne faut pas faire encore plus de guerre, puisque si on fait encore plus de guerre à la fin, on a plus de désordre, on a plus de chaos. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, je vous ai parlé du pétrole, je vous ai parlé de géostratégie, de terreur et de médias avec mes exemples très, très personnels pour que vous compreniez que c'est un sujet qui reste délicat, même maintenant que 15 ans ont passé. Ça, c'est mon petit institut. Pourquoi est-ce que j'ai mon petit institut? Je suis le chef de cet institut. Et l'avantage, c'est, si vous êtes le chef, on ne peut pas vous virer. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.